Aujourd'hui, on voit comment manager 80 consultants sans hiérarchie. Je suis Cédric Watine, tu es chez Outils du Manager, le podcast en français sur le management le plus écouté. Aujourd'hui, c'est un épisode spécial puisque cet épisode n'était pas destiné à être diffusé de manière publique. En effet, mon invité, David Gelrubin, est membre du Ciel. Le Ciel, c'est mon cercle privé d'entrepreneurs qui a son propre podcast privé qui s'appelle Conversation d'entrepreneurs et qui est exclusivement réservé aux membres. Alors le Ciel, c'est quoi ? C'est ce qui nous permet d'échanger de manière confidentielle et d'aborder tous les sujets les plus secrets sans aucune limite ou sans aucun tabou. Mais cette conversation-là, j'ai voulu te la partager, évidemment avec l'accord de David, d'abord parce qu'il ne révèle rien de supra-confidentiel, mais aussi parce que j'ai trouvé particulièrement inspirant. Nous allons voir d'une manière assez détaillée comment peut fonctionner une structure très peu hiérarchisée et dans laquelle les équipes sont totalement reconfigurées en fonction des missions. J'en profite pour t'inviter, si tu es entrepreneur, à nous rejoindre dans le Ciel, notre cercle d'entrepreneurs qui se retrouvent et qui s'entraident pour construire l'entreprise de rêve qui leur donnera leur vie de rêve. C'est tout un programme et je t'en reparlerai en fin de podcast. Mais pour l'instant, place à notre conversation d'entrepreneurs avec David Gelrubin, l'animateur de Tasman, une entreprise de 80 consultants quasi sans hiérarchie. Bonjour David. Bonjour Cédric. Comment vas-tu ? Très bien, merci de me recevoir. C'est un grand plaisir. Tu sais, je te connais pas encore très bien, mais Adélie a une discussion avec toi avant qu'on soit en contact. Et quand je vois la petite trame qu'elle nous propose pour discuter, je pense qu'on va avoir des sujets intéressants. J'espère. En tout cas, on démarre toujours de la même manière. Ce que je te propose, c'est de nous dire qui tu es, c'est-à-dire d'où tu viens, où tu es et où tu vas, et puis ensuite de nous présenter ton activité professionnelle, ton entreprise. Alors, qui je suis ? J'ai 45 ans, je suis issu d'une formation d'ingénieur complétée par une école de commerce. Je suis un consultant entrepreneur. Et j'ai toujours été entrepreneur, puisqu'après mes études, j'ai déjà créé une entreprise dans la veille d'image de marque à la fin des années 90, début 2000. Alors je dis veille d'image de marque, aujourd'hui on parlerait d'e-réputation. Et cette entreprise s'est plantée avec l'éclatement de la bulle Internet. J'ai rejoint le conseil dans l'informatique lourde, la vraie informatique qui fait marcher les entreprises, qui permet de facturer et de faire tourner la production. Ouais. Et puis on a surfé sur la transformation des entreprises en alignant le système d'information sur la stratégie des entreprises. Et donc j'ai fait ça pendant 5, 6, 7 ans. Je me suis posé plein de questions sur ma carrière et puis j'ai eu l'opportunité de reprendre l'entreprise et le cabinet dans lequel j'étais salarié. Et donc je suis devenu chef d'entreprise fin 2009. Et puis l'entreprise a continué à se développer avec des hauts et des bas. C'est la vie d'ailleurs intéressante de l'entrepreneur et puis ça forge un certain nombre d'expériences et de convictions. Et puis avec comme je disais, des réussites et puis des frustrations. Moi j'étais un peu frustré à titre personnel de ne faire qu'aligner le système d'information et l'informatique sur la stratégie de l'entreprise. Et je trouvais que nos clients ne tiraient pas assez parti de toutes les opportunités des technologies, du numérique, des transformations d'usage pour influencer la stratégie de l'entreprise. Et donc, on s'est regroupé avec un autre cabinet en 2000. Alors, juste le nom de ton entreprise ? Alors, celle que tu as reprise ? Celle que j'ai reprise s'appelait Fontaine Consultant. Ok. Du nom de son fondateur, qui m'avait recruté à l'époque. Et l'entreprise que je dirige aujourd'hui s'appelle Tasman. Ce que je disais, on a acquis un autre cabinet, on s'est rapproché d'autres dirigeants parce qu'on avait des valeurs communes, on ne sait plus.
Et c'est un client d'ailleurs qui nous a fait travailler ensemble en disant tiens, vos compétences seraient utilement regroupées pour réaliser une mission. Et puis voilà, on a fait toute l'histoire de la rencontre, les fiançailles, le mariage, le déménagement pour habiter ensemble. Et on a décidé finalement de se renommer à cette époque-là et de se repositionner Mhm. pour gérer cette frustration que j'indiquais un peu plus tôt, qui est de pouvoir influencer sur les stratégies de nos clients pour mieux prendre en compte le monde de plus en plus digital et de plus responsable dans lequel on travaille. Si je comprends bien, ton point de bascule, c'était de dire aujourd'hui, nos clients ont une stratégie et on leur fournit des outils digitaux qui correspondent à leur stratégie. Et tout d'un coup, tu t'es dit, mais non, ça peut être l'outil qui finalement, ou en tout cas la nécessité de s'adapter à l'environnement qui a évolué, qui influe la stratégie. Effectivement, c'est les opportunités technologiques et puis les ruptures d'usage qui influencent les stratégies. On le voit bien Bien avec sûr. toutes les transformations des modèles d'affaires vers le modèle de plateforme, vers les marketplaces. Ça influence fondamentalement les stratégies d'entreprise, les modèles d'affaires, la relation client, la manière dont on interagit avec eux. Et du coup, on a fait évoluer notre positionnement pour être plus en amont dans l'aide à nos clients sur cette réflexion stratégique. Et puis ces transformations qui sont plus globales, qui ne concernent pas que le CIO, que le directeur des systèmes d'information au sein des entreprises, mais plus globalement toutes les fonctions de l'entreprise. Donc des Chief Digital Officer, Chief Data Officer, le Chief Marketing Officer, des entreprises, des grandes entreprises qui sont la majorité de nos clients. D'accord. Voilà, donc pour finir de répondre à ta question, j'en suis là aujourd'hui, je suis l'animateur de cette équipe de presque 80 consultants qui composent Tasman. Et bon, on a le souhait de continuer à grandir. Moi, je m'éclate en tant qu'animateur de cette équipe et à la fois donc, enfin, ce double métier de consultant, parce que je reste quelqu'un qui est producteur. On parle souvent d'ailleurs Oui, de dire tiens, il faut arrêter de travailler pour son entreprise et travailler un peu plus sur son entreprise. Moi, je fais les deux et je crois que c'est important de garder les pieds sur terre, d'être au contact des clients et au contact de la production, en tout cas dans notre métier de consultant en stratégie et management, parce que c'est comme ça qu'on est pertinent pour nos clients, c'est comme ça qu'on est pertinent en interne. Il y a un impératif d'autorité de compétence dans nos métiers. Alors ça fait pas que ça, il faut aussi travailler sur l'entreprise et sur la stratégie, ce que je fais beaucoup. Et on a plein de projets d'évolution de l'entreprise et d'extension de nos services. Donc je fais les deux. d'accord. C'est marrant, tu utilises un terme, tu te nommes animateur. Et en fait, ça correspond pas à un poste dans l'entreprise. En général, on dit je suis propriétaire, je suis directeur, je suis PDG, je suis gérant, je suis CEO, je suis. Et toi, tu dis animateur. Donc en fait, qu'est-ce que ça veut dire au niveau est-ce que ça veut dire quelque chose déjà au niveau de ta manière de manager ton entreprise ou qu'est-ce qu'il y a derrière ce terme d'animateur? Alors c'est vrai qu'on est alors, déjà on œuvre dans un métier particulier qui est celui du conseil, et puis on a essayé avec Tasman d'inventer une nouvelle manière d'exercer ce métier-là. Donc quand je dis d'abord on œuvre dans le conseil, c'est que tous les membres de l'équipe, tous les Tasmaniens sont souvent des profils de très haut niveau, très autonomes, souvent très curieux. Donc ils vont chercher l'information, ils vont, enfin chacun d'entre nous, en tant que consultant et encore plus les Tasmaniens, on va chercher à développer nos compétences. Donc on va aller lire, aller se former, aller chercher de l'information, aller identifier ce qu'on fait pas bien pour essayer de progresser. Ce sont des gens qui ont souvent plein d'idées, qui n'hésitent pas à retourner la table, à imaginer des choses complètement différentes de celles qu'on avait l'habitude de faire.
Et puis, ce sont souvent des gens qui sont brillants, très bien formés et qui ont plein d'expérience. Tous les consultants qui sont chez nous sont des bac plus 5, bac plus 6. Toutes les études font pas tout, mais il y a pas mal de puissance intellectuelle au sein de l'entreprise. Et donc, ces profils n'ont pas besoin d'être micromanagés. On n'a pas besoin d'organiser en détail le temps, la manière de produire, la manière d'imaginer de toute cette équipe de consultants. Et donc, on dit même que chacun chez nous est un peu entrepreneur de son temps. C'est-à-dire doit être capable de gérer son activité entre ce qu'on fait pour nos clients, ce qu'on fait pour faire du commerce, ce qu'on fait pour construire l'entreprise, pour bâtir Tasman. Et donc, il s'agit plus de mettre en commun les idées, de faire émerger des communautés d'intérêt pour faire progresser l'entreprise ou pour avoir des nouvelles idées, que d'organiser le travail. Et c'est pour ça que je me qualifie plus d'animateur, parce que il n'y a pas besoin de manager en détail. Alors administrativement, oui, je suis président de mon entreprise parce qu'il en faut bien un. Je suis actionnaire majoritaire de mon entreprise parce qu'il en faut, mais je ne suis pas d'ailleurs le seul actionnaire. On pourra en reparler dans notre discussion. Ouais. Donc en fait, on sent que... Alors tu vois, quand tu me parles de tes consultants, d'ailleurs j'ai tout de suite une question, sont des salariés ou pas forcément? Oui, c'est une équipe interne. C'est que des salariés, Ouais, d'accord. c'est 80 salariés, ouais, 80 salariés, et puis on a quelques personnes qui travaillent en support. alors effectivement, dans ces 80 salariés, il y a 3 personnes en support. Ouais. Puis il y a quelques consultants indépendants qui gravitent autour de nous, qui travaillent avec nous. Et puis certains qui sont dans des situations particulières parce que on a un des Tasmaniens qui est à Casablanca et donc c'est pas simple d'avoir des salariés à l'étranger, donc ils travaillent en prestation, mais Ouais. comme s'il était membre de l'équipe. Ouais. Il est dans nos processus d'évaluation, de progression de compétences, dans les séminaires. C'est comme s'il était dans l'équipe. Ok. Ok. En fait, on va venir, je pense, parce qu'en fait, je pense que vous avez un fonctionnement particulier, c'est ce que tu mets en avant. Juste une chose, en fait, la manière dont tu décris tes consultants, de manière très positive, et je trouve que c'est formidable, dans une autre structure, on pourrait dire, bah, en fait, si on parlait d'un d'eux, de cette manière-là, on pourrait dire, est-ce que c'est pas une diva? Est-ce que, est-ce que cette personne-là est capable de fonctionner à l'intérieur d'une équipe? Donc ça va être intéressant, je trouve, qu'on comprenne un petit peu le fonctionnement collectif. Alors juste Tasman, ça veut dire quelque chose ou c'est pourquoi ce nom? Alors pourquoi ce nom? Parce qu'on a repris le nom d'Abel Tasman, qui est un explorateur hollandais qui a découvert la Nouvelle-Zélande et la Tasmanie. D'accord. On a trouvé ça. D'abord, le nom était libre, et puis on a trouvé l'image du navigateur au long cours, de l'explorateur, de celui qui est capable d'avoir une vision, et puis d'emmener son équipage vers de nouvelles aventures intéressantes. Ok, ok. Je sens qu'on va avoir une conversation intéressante. Parce que pour moi, il y a vraiment un sujet qui est intéressant dans ces métiers-là. Et d'ailleurs, ça peut se poser à titre individuel, pas forcément pour une entreprise, du rapport entre l'exploration, c'est-à-dire je découvre de nouvelles choses, je lis, je me forme, etc., et le passage à l'action. Et bien souvent, on a des profils qui sont très très motivés par l'exploration et beaucoup moins par le passage à l'action. Et pourtant, une entreprise, pour qu'elle fonctionne, il faut bien qu'elle passe à l'action, il faut bien qu'elle puisse monétiser ses services, etc. Et donc, on voit qu'on a une tension entre ces deux choses-là, et on peut avoir différentes options. On peut dire, oui, mais le deal, c'est que un consultant gère ça lui-même, ou on a des gens qui font de l'exploration, et on a des gens qui font, je dirais, de l'exécution. Voilà, c'était juste un petit point technique et philosophique qui m'intéresse beaucoup parce que voilà, il se pose à chacun d'entre nous. On a des préférences, on a des domaines dans lesquels on est fort, mais en même temps, une entreprise, il faut bien que ça tourne, c'est-à-dire il faut bien que ce soit rentable. Alors, est-ce que tu peux peut-être dans un premier temps nous expliquer justement votre fonctionnement collectif et peut-être commencer par votre organisation, puisqu'en fait, moi naturellement, tu me dis on a 80 personnes. Je vais essayer de voir comment ça fonctionne et dans ma tête, je vais avoir un schéma qui est le schéma classique de l'entreprise, qui est la pyramide, avec
des différentes strates de responsabilité et ces personnes réparties dans ces strates avec du management intermédiaire. Et je soupçonne que ce ne soit pas tout à fait votre organisation. Effectivement, c'est pas tout à fait notre organisation. Alors, c'est vrai que nous, on a la particularité d'œuvrer dans le métier du conseil. Et donc, on intervient sur des missions pour nos clients. Alors, des missions qui peuvent être plus ou moins longues, des missions qui peuvent regrouper des équipes plus ou moins importantes. Alors, on intervient d'ailleurs toujours en dispositif quand on fait des prestations pour nos clients. Nous, on vend des prestations de conseil sur la définition d'une stratégie, sur la revue d'un projet, sur la conduite d'une transformation, la définition d'une nouvelle organisation chez nos clients. On y reviendra sur le fond parce que je pense qu'il y a plein d'activités qu'on conduit d'ailleurs sur le fond qui sont intéressantes pour outils du manager. Et puis d'ailleurs, dans l'autre sens, j'avoue, parce que je t'écoute depuis 18 mois déjà, inspiré d'outils du manager dans le cadre de nos missions de conseil et dans le cadre de nos missions de transformation ou de coaching de nos clients. Donc, ce sont des missions qui regroupent 2, 3, 4, 5 consultants qui durent de 2 mois à 6 mois, voire encore plus longues. On a des missions de transformation qui se déroulent sur 18 mois chez nos clients. Et donc, cette organisation qui est propre au métier du conseil conduit à reconfigurer de manière permanente les équipes. C'est-à-dire qu'un consultant, il est amené à travailler dans une ou plusieurs missions en même temps. Quand il travaille sur le premier trimestre de l'année dans une mission, s'il y a à plein temps, il va être amené à travailler sur d'autres missions dans l'année. Et donc, il change en permanence d'équipe, de collègues, mais aussi de manager au fur et à mesure de l'année. Et donc, parce qu'on n'a pas voulu structurer l'entreprise à notre taille d'aujourd'hui en business unit ou en organisation, on est tous ensemble dans le même pool de consultants, avec des niveaux d'expérience évidemment différents entre on a repris des grades très classiques de notre profession, de consultants seniors, des managers, des partenaires qui contribuent plus particulièrement à la vente et à l'encadrement de missions, mais qui sont aussi consultants. Et puis on a des experts d'un certain nombre de savoir-faire particuliers dans nos métiers. Donc c'est des gens qui sont plus expérimentés, qui ont 20 30 ans d'expérience et qui viennent rajouter une strate, un niveau de valeur ajoutée dans le cadre de nos missions. Et donc, on configure à chaque fois la bonne équipe avec les bonnes compétences pour répondre à une problématique spécifique de notre client et apporter une solution sur mesure à son problème. Et donc, ces équipes se reconfigurent en permanence. Donc, on n'a jamais le même manager, ce qui est intéressant. On n'a jamais les mêmes demandes, les mêmes pratiques de management, parce que on est tous un peu différents, et donc on a des points d'attention, des demandes, des exigences différents en tant que manager. Et donc on fait en sorte que les règles du jeu soient claires. Donc dans chacune des missions, on fait une réunion de lancement de toute l'équipe, et puis on fait des réunions individuelles, le manager avec le consultant, pour expliciter les attentes, et expliquer, en tout cas, et définir ensemble les compétences que le consultant va devoir développer dans la mission. Et souvent, on s'appuie d'ailleurs sur les évaluations précédentes. On dit, tiens, dans une évaluation précédente, on voudrait faire progresser la capacité de synthèse ou la capacité de prise de parole en public ou la capacité à animer un groupe de travail ou une compétence sur le fond, enfin sur le lean, sur de l'architecture, sur du design d'organisation. Et donc, on se sert du passé pour se refixer des objectifs dans le futur et créer les terrains de jeu qui vont permettre de mettre en œuvre ce développement de compétences. Donc, si on dit, tiens, faut que tu puisses progresser dans l'animation de groupe de travail, on va organiser la production de la mission pour que le consultant ait cette occasion, ces opportunités de prouver et d'expérimenter ce développement de compétences. Donc là,
tu réponds d'ailleurs partiellement à ma question, c'est que, en fait, pour le consultant, donc le contributeur individuel, une mission est l'opportunité à la fois, évidemment, de faire avancer le client et de contribuer au chiffre d'affaires de l'entreprise, mais aussi toujours une opportunité d'évoluer lui-même et donc d'explorer et de se développer. Oui, Alors, juste la question que j'ai, juste pour comprendre un peu concrètement comment ça se passe, quand il y a une mission, il y a une espèce de chef de mission, c'est ce que tu appelles un manager. C'est lui qui est, je dirais, le coordinateur de l'équipe qui va répondre à la mission. Et cet entretien de début de mission se fait donc de manière collective et ensuite de manière individuelle. Oui. D'accord. C'est la première règle. Le lancement, il y a toujours une rencontre collective et ensuite des rencontres individuelles pour préciser peut-être le rôle et ce que le consultant va pouvoir apprendre dans cette mission. Exactement. Donc la réunion collective, elle sert à s'organiser. D'ailleurs, on en fait une en interne au sein de Tasman, et puis souvent on fait une réunion de lancement avec notre client. Oui, c'est ce que j'allais demander. Il y a Avec deux réunions. Oui, avec le client, c'est vrai qu'on revoit toute la démarche, la méthodologie, on se met d'accord sur tous les contributeurs de l'entreprise cliente, parce que souvent on applique dans ces transformations ou définitions de stratégie beaucoup de personnes chez nos clients, donc il faut identifier les bons contributeurs, parce que c'est comme ça qu'on aura les meilleures idées et le meilleur résultat en termes de transformation à la fin. Donc ça, c'est la réunion client. La réunion chez nous, elle sert à aussi dire comment est-ce qu'on s'organise en interne, à expliciter un certain nombre d'attendus des uns et des autres. Elle sert à partager aussi le sens profond, la mission. Pourquoi est-ce qu'on est là et quels en sont les objectifs? Qu'est-ce qu'on va apporter comme valeur ajoutée aux clients? Et puis même comment est-ce qu'on va au-delà de ça, comment est-ce qu'on va au-delà des attentes de notre client, parce qu'on a la conviction qu'il faut aussi aller un cran plus loin en termes de responsabilité sociale ou d'impact de nos missions à effet positif, donc sur le fait d'avoir un numérique responsable, un numérique qui soit soutenable aussi sociétalement. Et donc, on va, au-delà de ça, on fait l'exercice nous-mêmes de pousser notre client un cran plus loin. Et puis, enfin, la réunion individuelle qui sert à fixer les objectifs du consultant en termes de progression de compétences et à se mettre d'accord sur les modes de fonctionnement, parce que ça va dans les deux sens, d'ailleurs. Un consultant, ou comme n'importe quel collaborateur, attend des choses de son management. Bien sûr. Et donc, c'est le moment de se le dire aussi dès cette réunion de lancement. Et puis ensuite, on en fait régulièrement au fur et à mesure de la mission, parce qu'on se recale en termes de pilotage ou en termes de management, puis c'est l'occasion de donner du feedback. Et puis impérativement, à la fin de la mission, on a un entretien de débriefing pour évaluer la progression de ses compétences, interroger le consultant sur sa progression de compétences. Est-ce qu'il a trouvé un intérêt à la mission? Comment est-ce qu'il l'a perçu? Et donc, on a une petite fiche assez simple qui permet de prendre du recul et qu'on s'oblige à compléter. C'est-à-dire que le consultant complète d'abord en auto-évaluation, puis elle est complétée par le binôme manager-consultant lors de cet entretien de débriefing. Et puis, on en fait des intermédiaires quand les missions sont trop longues, parce qu'on ne veut pas attendre 6 mois ou 1 an avant de faire le débriefing. Et donc tout cela est très riche, et après c'est un cercle consécutif ou vertueux. Le débriefing de la mission précédente est une entrée de la mission suivante. Donc ça sert à faire progresser le consultant comme ça de mission en mission. Et puis et ça c'est important dans notre processus, on prend le temps de débriefer, de réunir l'ensemble des partenaires, l'ensemble des directeurs de mission, et ensuite de débriefer collectivement une fois par semestre, parce que il s'agit pas que un consultant passe d'un directeur de mission à l'autre comme ça avec une sorte d'inconsistance dans le temps, ou qu'on ait des évaluations différentes. Et donc on réunit une fois par semestre pendant 3 jours complets. Donc c'est très long, enfin c'est très impliquant.
pour nous tous, les 12 directeurs de mission de Tasman pour revoir la progression de compétences de toute l'équipe. Donc, à la fois sur toutes les missions. Donc, pour un consultant donné, il a travaillé sur plusieurs missions avec plusieurs directeurs de mission différents. Mais c'est pas la seule activité d'un consultant chez Tasman. Hein, parce on adore être consultant et travailler pour nos clients, mais on est aussi tous bâtisseurs de Tasman. Et donc, en fait, on a chacun d'entre nous, en fait, on a en permanence 4 casquettes. Ouais. On fait des missions de conseil, première casquette. On est tous un peu commerciaux, deuxième casquette. Ouais. Parce qu'on n'a pas de commerciaux dédiés chez Tasman, en fait. C'est toute l'équipe qui porte la commercialisation de nos savoir-faire. Alors, chacun avec évidemment un niveau d'expérience, un réseau, une capacité commerciale qui est différente. Les partenaires et les plus seniors sont plus vendeurs, évidemment, que les jeunes consultants sortis d'école. Mais tout le monde contribue à détecter des opportunités quand on est chez nos clients, à faire des rendez-vous commerciaux amont, à rédiger des propositions commerciales. Parce qu'une proposition commerciale, finalement, c'est pas loin d'une mission de conseil. Hein, c'est et bien écouter son client et proposer une solution sur mesure et une solution qui va permettre de résoudre un problème pour un prix donné. C'est pour ça que tu dis que ce sont des chefs d'entreprise, quelque part. Ah ben, ils sont entrepreneurs, en tout cas, de leur propre temps, oui, effectivement. Ouais. Et donc ça, c'est la deuxième casquette. La troisième, c'est que tous les processus, ça va te surprendre, tous les processus support de l'entreprise sont portés par les consultants. D'accord. Donc on a créé des teams qui portent les processus internes de l'entreprise. Donc on a une team sur le recrutement, une team sur le commerce, une team sur avoir des documents réutilisables pour les propositions commerciales, une team sur la qualité, une team sur l'informatique interne, etc. Et donc, c'est les consultants sont dans les teams et portent les processus internes. D'accord. Et pourquoi est-ce qu'on fait ça ? C'est parce que finalement, on le fait mieux que n'importe quelle autre personne, parce qu'on est directement consommateur, directement client de ces processus internes. Et puis, ça donne une casquette entrepreneuriale, enfin bâtisseur de l'entreprise à chacun des consultants. Et puis, il y a une autre raison, c'est que vous êtes quand même dans cette partie. Donc, vous avez aussi la compétence de faire des processus. C'est-à-dire qu'à la fois, moi je suis d'accord, c'est toujours mieux de construire ses propres processus. C'est beaucoup plus motivant ou de ses pairs. Mais en même temps, il faut savoir construire des processus quand même. Oui, nous, ça évidemment, on sait bien le faire. Votre job, presque un peu trop, par moment, on peut partir dans des systèmes limites un peu trop complexes et il faut aller vers une certaine simplicité et surtout avoir toujours cette orientation vers l'action, vers le faire et pas simplement imaginer les choses. Et donc, notamment dans ces teams, il s'agit de faire les processus. Donc, il faut faire le recrutement, il faut imaginer des nouvelles applications internes dont on a besoin pour réaliser notre travail de consultant. Il faut délivrer. Quoi. Et puis la quatrième casquette, on a appelé ça des clubs. Ce sont des sortes de think tanks internes où on réfléchit aux évolutions futures pour ramener de la matière chez nos clients. Donc on a par exemple un club sur les nouvelles organisations agiles. On a un club sur les organisations de demain. On a un club sur l'architecture des produits numériques. Donc avec notamment l'usage du cloud ou de comment rendre plus évolutif toute l'informatique des entreprises. On a un club sur l'innovation où on va chercher de l'inspiration à plein d'endroits pour la ramener chez nos clients. Donc on participe par exemple tous les ans, on est à Vivatech, le salon des startups à Paris, on est au CeBIT à Hanovre, on participe au symposium de Gartner, on va au CES, au Consumer Electronics Show tous les ans à Las Vegas pour aller chercher des innovations. On publie un rapport de 400 pages là-dessus, et puis du coup, on se sert de cette inspiration dans le cadre de nos missions. Et donc, voilà, ces petits think tanks sont une manière d'animer le travail de l'équipe là, de consultants pour réfléchir, se challenger, brainstormer, et puis produire du contenu. Alors j'ai une question, je reviens un peu en arrière. En fait, dans les 80 consultants, certains sont managers ou chefs de mission, enfin selon le terme, ou tous peuvent l'être. C'est-à-dire que
à l'intérieur de ces 80, est-ce qu'ils le sont tous potentiellement? C'est-à-dire que quelqu'un qui trouve une mission peut créer son équipe pour remplir sa mission et donc dire bah, je deviens un manager, ou est-ce qu'il y a une autre forme Alors, de distinction entre ce que je dirais être des consultants contributeurs et des consultants managers? non, les managers sont nommés. Ok, J'espère que tous les consultants d'aujourd'hui seront les managers de demain. oui, voilà. On essaie de les amener dans ce chemin-là de progression, soit vers le management, soit vers de l'expertise. Mais non, les managers sont nommés Et ils sont nommés par quel processus? en fonction de leurs compétences. D'accord. Donc c'est Oui, le comité des 12 partenaires là, qui se réunit une fois par semestre, qui fait progresser les consultants en termes de grade. d'accord. Et chez nous, un grade, c'est à la fois c'est des prix de vente en taux journalier moyen vers nos clients, et puis qui fait les progressions salariales aussi de D'accord. l'équipe, qui sont complètement individualisées. Hein. Chacun a son parcours de progression de rémunération. On fait en sorte qu'il y ait une très forte équité. C'est pas celui qui demande le plus qui est le plus augmenté. Hein. Ouais. Et c'est vraiment une corrélation la plus objective possible entre la progression avérée de compétences, la progression de responsabilité et la rémunération des consultants, ce qui évite des biais de négociation ou des biais d'inéquité, Oui. des biais de frustration aussi sur la rémunération. D'accord, ok. Donc en fait, il y a une espèce de comme ça de distinction par les grades. Et une autre question que j'avais, est-ce que un consultant manager, euh, il peut être consultant non manager dans une autre mission? Par exemple, ça se fait ça. Ouais, ouais, ça arrive, on est contributeur individuel. Alors d'ailleurs, nous, Mais du coup, il y a un autre manager de mission. non, non, on est juste contributeur individuel. On est dans un métier un peu particulier où il y a peu de management dans le conseil, en fait. Oui, oui. Il y a un peu d'organisation de La tâches, coordination. de la coordination et puis de l'aide à la progression de compétences de l'équipe. Mais on est surtout manager conseil, on dit. Donc c'est surtout être capable d'apporter de la valeur ajoutée à nos clients, des idées, de la structuration et dans le fait d'être capable de construire une démarche dans une mission de conseil qui, à partir d'une question posée par notre client, permet d'arriver à une réponse, ou en tout cas une solution qui va permettre à notre client de décider, de progresser et de réussir une transformation qu'il doit conduire chez lui. Ouais, ok. Est-ce qu'il y a aussi une notion un peu transversale de quelqu'un qui suivrait la progression de chacun? Tu sais, le système je sais pas comment on peut appeler ça, mais parce qu'en fait, là, si j'ai bien compris, en fait, ton parcours professionnel, l'évolution de tes compétences se fait à travers les différents managers de mission que tu vas rentrer. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui suit aussi chaque personne, je dirais, de manière permanente sur toute sa carrière, c'est-à-dire de Effectivement, manière... effectivement ça c'était très important en fait. On a introduit ça il y a un moment déjà, et plusieurs années. En fait, un consultant, ce que je te disais, il a 4 casquettes. Ouais. Il est à la fois dans une ou plusieurs missions de conseil, avec un ou plusieurs directeurs de mission. Il est dans différentes équipes de réponse commerciale, Mhm. avec plein d'autres de ses collègues. Il est dans les teams avec les processus internes et il est dans les think tanks. Et donc, c'était très compliqué parce que c'est très maillé. Enfin, on Oui, interagit avec plein de personnes, ce qui est enrichissant et enthousiasmant parce qu'on connaît bien l'équipe. Mais du coup, c'est dur de s'y retrouver en termes de priorité et en termes oui, d'évaluation. Et donc, on a fait en sorte que le consultant puisse réfléchir et être accompagné avec un mentor, d'accord. donc qui accompagne toute sa vie de consultant, sa progression en tant que son propre entrepreneur de son temps, pour prendre du recul. Et donc, le mentor, il aide à bien vivre sa carrière chez Tasman, il aide à faire progresser les compétences, il aide à prendre du recul. Et donc, c'est là où on s'est beaucoup inspiré aussi d'outils du manager. Le mentor et le menti se rencontrent dans des one-to-one. Ok. Nous, on les conduit tous les 15 jours, pas toutes les semaines, parce que c'était plus adapté à notre métier. Ouais, mais Et, c'est quand même une fréquence élevée pour du mentorat. Hmm. ouais, et qui permet justement cette prise de recul sur ce qui va bien, ce qui va pas bien,
sur comment améliorer ses compétences, comment améliorer sa posture ou son comportement dans les missions. Et puis avec toute cette réflexion, pour ceux qui sont les plus matures, de prévoir une progression de compétences jalonnée et de la mesurer, et puis d'aider à faire en sorte que ça puisse se produire. C'est-à-dire quand on imagine une progression de compétences, on dit tiens, on va choisir de faire telle formation pour passer à un certain niveau de compétences. On va provoquer un moment dans une mission ou en tout cas faire en sorte que le consultant aille vers une typologie de mission de conseil qui va lui permettre de mettre en œuvre une compétence qu'il souhaiterait développer. Et donc on peut pas dire la mission d'ailleurs, ça fait partie de nos critères de staffing, pas les seuls, hein, mais l'appétence des consultants pour une typologie de mission de conseil ou pour un secteur d'activité, et puis le besoin de développer telle compétence, font partie de nos critères de staffing. On va faire en sorte de choisir telle mission plutôt que telle autre, parce que c'est important dans le développement des compétences du consultant. Ouais. Là, ça va être probablement la discussion avec le mentor. On va dire, essaye de trouver ce genre de mission parce que ça correspond aux compétences que tu devrais développer. Exactement. Et donc, on prend des mentors seniors, d'ailleurs, qui ont un peu de cicatrices dans leur vie de consultant, parce qu'ils savent comment ça se passe. Ils savent où sont les exigences des clients, les typologies de mission. Ils connaissent bien les directeurs de mission Tasman, et on est tous un peu différents, évidemment, la manière de manager. Et donc, ça aide le consultant à progresser. Et le mentor choisit ses mentis ou c'est l'inverse? Alors c'est le menti. Alors quand le consultant arrive chez Tasman, il peut pas choisir parce qu'il connaît pas l'entreprise. Il arrive et donc on crée un binôme qu'on pense être le meilleur possible. Donc c'est le groupe des partenaires qui fait cette sélection. Et par la suite, on favorise les rotations de mentors. D'accord. Quand ça fonctionne pas bien, on invite les mentis à choisir le bon mentor qui les aidera, qui peut les aider le mieux à progresser. Et pour faire en sorte qu'ils soient bien aidés et puis bien représentés aussi auprès des directeurs de mission, parce que dans notre comité d'évaluation et de développement qu'on réunit tous les semestres, c'est le mentor qui vient discuter de la progression de compétences de son menti. Super, super intéressant. Et qui va évaluer les mentors et qui va évaluer les managers de mission? Et les managers de mission, tu me l'as dit, ce sont les partenaires, ce sont les associés. Et les mentors, c'est pareil? Les mentors, c'est pareil, il y a du feedback à 360 degrés. D'accord. Une sorte de vérifier que le mentor joue bien son rôle. Et donc, quand on fait d'ailleurs, quand on regarde dans le comité d'évaluation et développement le rôle d'un manager, alors il est souvent aussi mentor, donc il a aussi une 5e casquette, en plus d'être consultant commercial, contributeur interne, il va avoir cette casquette de coach, d'accompagnateur de la progression de compétences. Donc on fait en sorte que là aussi il développe lui-même ses compétences dans ce domaine. Comment vous mesurez la performance de l'entreprise? C'est quoi vos indicateurs? Est-ce que c'est le nombre d'heures vendues? Est-ce que c'est quoi la notion phare, je dirais, pour dire notre entreprise est plutôt performante ou est plutôt moins performante? Alors nous, on a plein d'indicateurs dans notre tableau de bord. On a d'abord on a des indicateurs économiques, bien entendu, hein, de rentabilité, de résultats d'exploitation de l'entreprise et de marge par mission. On travaille uniquement au forfait, donc tout ce qui nous importe, c'est le prix vendu à nos clients et le temps qu'on met à produire les résultats en interne, Bien avec sûr. un coût moyen de revient par consultant fois le temps passé. Et donc, ça détermine une marge par mission qu'on pilote. Et donc, chacun des directeurs de mission pilote ses forfaits. C'est un premier indicateur. Et être rentable économiquement est quelque chose qui est très important pour nous, parce qu'on pense que c'est le gage de la liberté. Oui. Ça permet de dire non à certaines missions où on pense qu'on n'aura pas les résultats, ou en tout cas en le faisant des valeurs qui ne nous correspondent pas. Ça me fait penser au podcast que j'ai fait avec Spectrum, Georges Sade. Je ne sais pas si tu l'as écouté. Non. Bon,
À mon avis, c'est un podcast qui va t'intéresser. Georges Sade de Spectrum. J'écouterai, ça marche. Parce qu'il parle de ça, Ouais. de la nécessité d'être ultra rentable, parce que ça a plein de vertus, en fait, finalement. Ça permet de mieux choisir ses clients, ça permet de pouvoir refuser. C'est à la fois, effectivement, ça procure de la liberté, et quelque part, ça oblige à faire un choix aussi, quelque part. Donc nous, on est très à l'aise avec ces choix-là. Et puis derrière, on peut en parler un peu plus tard, on partage cette valeur avec toute l'équipe de consultants. Donc c'est vraiment une dynamique collective d'entreprise qui est en place chez nous. Donc on a cette rentabilité qui est importante pour nous. On a le fait qu'on soit bien occupé, le taux de staffing est quelque chose qui est important. Le taux de staffing est d'accord, est mesuré. Staffing, c'est une mesure qui est importante dans le métier du conseil. Et puis on a des indicateurs qui nous sont propres. On vérifie notre turnover, est-ce qu'on réussit à recruter à la fois comme on souhaite recruter, parce que Tasman est en croissance, puis le fait qu'il y ait pas d'attrition au sein de l'équipe, que les consultants aient envie de rester, ou en tout cas raisonnablement. On est dans un métier où il y a du turnover naturel. Oui. Le turnover n'est pas une mauvaise chose chez nous. On est très à l'aise au bout d'un moment. Certains ne vieillissent pas dans le conseil. Eux, ils ont fait 4, 5, 6 ans, 7 ans dans le conseil. Et puis, ils ont envie de vivre une autre expérience à partir d'un certain temps. Et puis, nous, on a des indicateurs autour du bien-être. Je ne sais pas si tu le sais, mais Tasman est une Great Place to Work. Oui, je sais ça, c'est formidable. On est devenu deuxième dans le classement des Great Place to Work dans les entreprises de 50 à 250 salariés en France. Il y a 300-400 entreprises qui se présentent à ce label, et donc on fait partie on est donc du coup la deuxième dans ce classement. Et donc, c'est quoi votre catégorie? 50 à 250 salariés. Ouais, d'accord. Oui, donc c'est très large. Oui. Et c'est tout secteur d'activité confondu. Bravo. Donc, merci. Et ça, c'est très très important pour nous. Enfin, l'équipe en est vraiment super fière. Et donc, d'ailleurs, c'est une dynamique vraiment d'amélioration continue. C'est vraiment l'équipe qui fait en sorte qu'on identifie nos points négatifs, parce que ce label en fait vient d'une évaluation de nos pratiques internes, une sorte d'audit qui est réalisé sur toutes nos pratiques et sur le document qu'on a formalisé là-dessus. Et puis 2 tiers de la note vient de l'évaluation par les consultants d'un certain nombre de nos pratiques. Donc tous les consultants tous les salariés de l'entreprise sont interrogés de manière anonyme. Et c'est le cas pour toutes les autres entreprises qui sont consultées, tous leurs collaborateurs sont interrogés. Et donc c'est les notes de confiance sur le fait qu'on sait reconnaître le travail de chacun, on évalue bien la progression de compétences de chacun, on sait célébrer, tout le monde reconnaît le sens qu'on donne au travail chez nous. Ce qui est intéressant, en fait, c'est que ça te donne un critère objectif, et donc tu peux le mettre dans ton tableau de bord. Exactement. Je trouve que, écoute, c'est une super transition justement vers la suite. Tout à l'heure, tu parlais donc de la performance économique. Donc, ce qui est vraiment intéressant, je trouve, dans tes indicateurs, c'est qu'il y a à la fois de la performance économique générale de l'entreprise, il y a à la fois chaque mission, il y a le taux d'occupation quand même qui est, à mon avis, dans ce genre de profession, à regarder de près. Et puis, après, tu as les aspects un peu plus, peut-être, bien-être, turnover, etc., qui sont les aspects, les conditions qu'on met en œuvre pour obtenir cette réussite-là. Et tu disais que, déjà, vous êtes pas mal d'associés. Vous êtes 15 associés, c'est ça? 18 même. 18 associés. Donc, c'est plutôt beaucoup. Et vous reversez une grosse partie du résultat d'exploitation. Oui, alors en fait, on a fait 2 choses. Moi, j'ai toujours cru au besoin de partager la valeur qui était créée. Donc, on a depuis très longtemps mis en place un dispositif d'intéressement et d'abondement qui partage la valeur créée avec l'équipe de consultants. Donc, nous, on reverse chaque année un peu plus de 30% du résultat d'exploitation à l'ensemble de l'équipe, et on a décidé de le faire à part égale. D'accord. Entre tous les consultants. C'est-à-dire, c'est pas ceux qui sont les plus seniors ou les plus fortes rémunérations qui touchent le plus d'intéressement. On a dit on partage tout à part égale
Bon, Tu divises par le nombre de personnes ou par le nombre de jours d'activité? non, non, par le nombre de personnes. Alors, enfin, on fait modulo le temps de présence. Bien sûr, Celui qui a été là 6 mois dans l'année touche la oui. moitié, c'est normal. Bien sûr. Mais on fait vraiment complètement à part égale. Donc le tout jeune consultant sorti d'école touche autant que le plus senior. Ok. Hmm. Et ça a Intéressant. paru logique. Alors ça fait un peu scope comme mode de fonctionnement. Enfin, en tout cas, approche un peu communiste. Mais voilà, ça nous a semblé Ouais, moi, dans mes boîtes, c'est pareil, hein, c'est le nombre très, de. très Par rapport. utile, très juste. Et on a rajouté d'ailleurs on a rajouté quand même un indicateur sur la bonne progression de notre notoriété. Ce Tasman a besoin d'être plus connu auprès de nos clients, grandes entreprises. On travaille beaucoup pour le CAC 40, SBF 120, les grands ministères Hmm. et la protection sociale. Et donc, on conduit beaucoup d'actions de communication. Et donc, on rajoute un bonus sur cet intéressement quand on a fait plein d'actions de communication. Donc ça, c'est un premier aspect de partage de la valeur. Le deuxième, c'est j'ai voulu associer euh, les, les plus contributeurs, les plus fidèles consultants au capital de l'entreprise, pour deux raisons. D'abord, pour partager la valeur, parce que l'entreprise prend un certain nombre de valeurs, donc on vend des parts aux consultants de l'entreprise en argent, enfin, il faut les acheter en argent sonnant et trébuchant, et on a une formule qui permet le jour où il y a un départ, de revendre. Et donc, comme on a cru, et ben, la valeur de la part a augmenté. Mais surtout, c'est là où c'est le plus intéressant, ça permet de décider ensemble et de travailler la décision stratégique sur l'avenir de Tasman ensemble. Mhm. Donc, on fait en sorte, là, dans ce groupe de 18 associés, on fait des petits sous-groupes qui travaillent sur les sujets clés de l'entreprise. Donc, on a un petit sous-groupe là qui travaille sur l'évolution de notre politique de rémunération. On en a un qui a travaillé sur l'identification de croissance externe. On a des groupes qui travaillent sur les nouvelles offres qu'on doit développer demain. Et quelque part, on a réussi en étant assez rigoureux, à séparer les décisions opérationnelles du quotidien. Est-ce qu'un consultant doit progresser? Est-ce que on arrête une période d'essai? De la décision réellement stratégique de l'entreprise, qui se fait dans le temps long. On n'a pas besoin de décider dans, la, dans la semaine. Ouais, Et donc là-dessus, on fait bosser les associés d'accord. et on délègue vraiment une responsabilité forte pour préparer les dossiers et faire mûrir une décision stratégique. Mhm. Et finalement, quand elle est bien travaillée, elle est bien instruite, ben on la ramène au collectif des 18 associés, et puis c'est presque c'est une, c'est vraiment presque la chambre d'enregistrement. On passe là pour une fois que tout le monde a lu le dossier, c'est presque naturel que la décision se prenne. Ouais, ok, je comprends. Il y a un système pour devenir associé ou c'est-à-dire il y a une quantité de, je dirais, de critères et c'est automatique ou c'est plutôt vous vous réunissez, vous dites bah tiens cette année on pourrait faire monter telle personne. On a un système c'est de la cooptation. Cooptation, ok. Et, c'est vraiment, il y a une part de subjectif Bien dans sûr. dans ce choix-là. Alors évidemment, dans le passé, on s'est posé plein de fois cette question en disant, tiens, est-ce qu'il faudrait formaliser les critères? Ce qu'on a un peu fait, parce que c'est évident que les associés chez nous, ils ont une contribution très très forte au devenir de l'entreprise, à sa croissance. Ils ont souvent une action commerciale aussi, hein. Mais en résumé, une cooptation, c'est tu proposes quelqu'un, s'il y a un veto, il rentre pas. Exactement. Les systèmes de cooptation en général, c'est ça. Et c'est exactement ça. Et puis de toute façon, quand on en revient à la base de ce qu'est une entreprise, une société, Ouais, on oui, parle d'affecto societatis. bien sûr, bien Affecto sûr. societatis, c'est j'ai envie de me réunir dans un groupe pour conduire un projet commun. Hmm, Et donc, j'ai tout dit. J'ai hmm, envie de me réunir dans un groupe. Donc, il hmm. faut avoir envie pour un projet commun. Donc, ça permet d'être complètement aligné sur ce projet commun. Et le projet, il est unique. Et c'est ça qui est très fort dans ce système d'association chez nous, c'est que ça crée une fidélité énorme parce que on façonne le projet d'entreprise Tasman ensemble.
Hmm. C'est difficile d'être désaligné avec la stratégie de l'entreprise quand on a soi-même contribué Oui, à la construire. c'est clair. Oui, oui, donc ça a une vertu effectivement à la fois de travailler sur des sujets de fond par rapport à des sujets quotidiens et à la fois de renforcer la cohésion et la cohérence des stratégies. Mm. Mm. Et puis tu me disais aussi que vous aviez lancé une fondation pour une meilleure utilisation du numérique. Est-ce que c'est lancé ou est-ce que c'est un projet? C'est en cours de lancement. Enfin, la Ouais. fondation. Alors, on a fait plusieurs choses. En fait, c'est venu de pas mal d'idées. En fait, nous, on agit beaucoup pour le développement du numérique chez nos clients, en imaginant des solutions, enfin des nouvelles manières d'utiliser le numérique, en inventant des nouveaux produits numériques chez nos clients. Et on l'a toujours fait en, euh, en évitant de laisser sur le côté une partie des collaborateurs de l'entreprise. Nous, ce qu'on déteste dans les grandes entreprises, c'est quand on crée une nouvelle entité à côté, on crée une digital factory, une nouvelle entité digitale, et on dit, tiens, on va recruter des jeunes modernes là-dedans. Ouais. Tous les anciens de l'entreprise, on les laisse sur le côté. Enfin, les anciens produits, trop compliqués, l'ancienne informatique, on laisse tout de côté. Donc, certains vont s'occuper dans la soute, de faire tourner les anciens produits, les produits vache à lait, comme on pourrait le dire. Et Ouais. puis, certains ont le droit d'aller travailler sur ce qui brille, ce qui est Ouais. sympa, ce qui est tout nouveau. Et on a toujours eu la conviction chez Tasman que c'était pas la bonne manière de faire les choses et qu'il fallait être plus impliquer tout le monde au sein de ces projets de transformation dans l'entreprise. Et donc, on voudrait que la même chose puisse être faite vers la société au sens large. Donc, quand on crée un nouveau produit numérique euh, dans une grande entreprise ou quand on crée un nouveau produit numérique au sein d'une administration, il faut qu'il puisse être utilisé par l'ensemble de la société sans fracture numérique. Et donc, on n'avait pas de moyens directs en tant que consultant dans notre activité pour faire ça. Et donc, on s'est dit, bah, ayons une activité à la fois philanthropique et de mécénat de compétences qui permet de gérer ça. Et donc, Mhm. on a créé deux choses en même temps. Là, on a créé à la fois la Fondation Tasman, donc qui est créée sous l'égide de la Fondation de France, et une action de mécénat de compétences où on va donner notre temps pour agir pour des associations qui concourent à un numérique plus responsable. Je dirais Mhm. qu'on vise après en termes d'ambition. Et on s'est engagé là sur un programme sur 5 ans de donation financière et de notre temps de 850 000 euros sur 5 ans. Mhm. Ok. Donc c'est à la fois beaucoup d'argent et puis en même temps pas beaucoup quand on se compare à d'autres grandes organisations. Mais on se dit quand même avec 850 000 euros, on peut commencer à faire des choses et avoir une action positive. Donc, il vise plusieurs choses. C'est à la fois éviter la fracture numérique, et notamment l'illettrisme numérique, hein, parce que beaucoup de gens dans la société française et au-delà de la société française ne savent pas se servir de l'outil numérique et donc se retrouvent, je dirais, coupés d'un certain nombre de services, donc de l'administration, des entreprises, et puis même de l'emploi, quelque part, par voie de conséquence. On voudrait aussi travailler sur tous les biais du numérique sur nos sociétés, donc notamment l'impact des réseaux sociaux sur nos démocraties, les biais qu'on peut voir sur l'intelligence artificielle. Donc, je ne sais pas si tu connais ça ou si tu es familier de ça, Oui, oui. de reproduction d'un certain nombre de modèles qui ne nous conviennent pas dans la société par l'intelligence artificielle, simplement par le machine learning. Par la logique du machine learning, en fait. Voilà, c'est ça. Il y a plein de biais, des biais de genre, des biais d'origine, etc. Mm. Donc c'est vrai que c'est quand on connaît bien ça là quand on fait de l'intelligence artificielle sur du recrutement, on risque toujours de recruter dans les grandes entreprises le mâle blanc de 40 ans. Voilà, donc Oui, d'être dans un système qui renforce l'historique, en fait, finalement. exactement, Qui rend- et qui tue toute la diversité, Ouais. qui est quand même horrible dans nos sociétés parce qu'il faut qu'on profite de la diversité Mm. de la société française. Donc, Heureusement que j'ai encore eu un exemple hier. Heureusement que on a de l'erreur entre guillemets, ce qui serait considéré comme une erreur. Moi, j'appelle ça de l'intelligence humaine qui compense justement ces biais-là. j'ai bien raison. On peut le louer.
Et donc voilà, on devrait se battre contre ça. Et puis le dernier pan, c'est aussi aider les sociétés françaises, notamment dans le monde du retail, à se battre contre les grandes plateformes et à trouver des moyens de se numériser. Donc voilà, on voudrait accompagner ces trois transformations et ça redonne du sens. Ça, c'était très motivant pour toute l'équipe des Tasmaniens. Ça redonne du sens à nos travaux. Donc on a lancé la fondation fin 2021 et puis là, on va conduire nos premières actions à partir de l'été 2022. Génial. Je ne sais pas si tu as écouté, j'ai fait plusieurs podcasts, au moins 2 avec avec la société, des personnes de la société qui appartiennent à la société Octo Technologies. Un avec Ludovic Cinquin qui est le, alors je sais pas comment il se nomme, le dirigeant, l'animateur, je sais pas, parce qu'en fait vous avez des formes d'organisation qui sont assez proches, hein, quelque part. En tout cas, dans le fait qu'elles soient atypiques, elles sont assez proches. Et il y avait Alexis aussi, qui est un des salariés de l'entreprise, un des consultants, qui parlait justement aussi de leur rôle dans le numérique. Je sais pas si tu as entendu ce podcast, ça peut peut-être être. J'ai pas entendu le podcast, par contre on se connaît sur le marché. Bah, je me doute, ouais, je me doute. On n'a pas le même positionnement, mais on se côtoie. La suite pour Tasman, ce serait peut-être de la croissance externe et un repositionnement sur le marché. Tu en parlais un petit peu. Est-ce que tu peux nous en dire plus là-dessus, sur les enjeux du marché et les opportunités que ça peut représenter pour vous? Alors nous, on a plusieurs mouvements stratégiques en cours. Hein. Je dirais, dès la création de Tasman en 2018, on a voulu travailler pour de multiples fonctions de l'entreprise. Enfin, nous, on vient du monde de la direction des systèmes d'information, des grandes entreprises, c'était nos clients principaux. Et on a voulu diversifier nos clients, aller travailler pour de plus en plus de fonctions au sein de l'entreprise, donc les directions marketing, les directions des ressources humaines, les directions financières, les directions des opérations, parce qu'on croit que c'est en influençant et en modifiant leur stratégie et en se transformant qu'elles vont pleinement tirer parti des opportunités numériques et des ruptures d'usage. Et donc on réussit de mieux en mieux cette transition. Aujourd'hui, 55%, 60% de nos clients sont les DSI et puis les 40% sont d'autres fonctions de l'entreprise. Et on veut continuer à développer ça en étant de vrais multispécialistes sur le marché, en étant capable d'accompagner nos clients sur 4 axes, à la fois pour qu'ils soient plus innovants, donc avec ce que je décrivais un peu plus tôt, cette capacité à aller chercher les innovations partout dans le monde, là où elles sont, et à ramener de l'inspiration chez nos clients. Premier axe. Deuxième axe, on voudrait aider nos clients à mieux utiliser la donnée, la data, et des entreprises plus data-driven. Donc à travailler sur la gouvernance de leurs données, à partager toute la donnée, que ce soit des données sur des clients, sur des produits transversalement au sein de ces grandes entreprises, ce qui est aujourd'hui quand même encore assez rarement le cas. Ouais. Troisième axe, c'est... Juste, en plus, il y a beaucoup de méfiance par rapport à la data. Dès qu'on parle de ça, on a souvent spontanément une réaction de méfiance par rapport à ça, alors que la data, c'est de la data, quoi. Bien sûr. C'est pas une des raisons pour lesquelles c'est pas forcément très transversal dans les entreprises. C'est souvent pas très transversal parce que c'est ma donnée que j'ai produite pour moi et passer du temps à la reformater pour une autre business unit, une autre entité, me fait pas gagner de temps et donc je vois pas d'intérêt à la partager et à prendre du temps pour faire cela. Tout à fait. Ouais. Troisième axe, c'est d'accompagner nos clients pour qu'ils deviennent des entreprises plus agiles. Donc finalement que leurs entreprises soient plus recomposables, transformables au fur et à mesure des évolutions de leur propre marché. Et puis le dernier axe, c'est des entreprises plus orientées clients. Et donc on va de plus en plus aider nos clients à inventer de nouvelles expériences, de nouveaux parcours clients, de nouveaux services. Et donc on développe derrière ces 4 axes des compétences qui nous permettent d'être un vrai multispécialiste. Et donc on n'hésite pas à aller chercher soit sous forme de croissance externe, soit sous forme de recrutement, les bons experts qui nous permettent d'être pleinement reconnus comme un multispécialiste sur le marché.
Donc ça, c'est une première évolution importante. Et ça, c'est pour avoir de l'impact. Parce que c'est ça qui est important pour nous. Notre sens, c'est de vraiment réussir à transformer nos clients et que Ouais. nos interventions changent véritablement la donne pour les équipes de nos clients là, qui s'épanouissent beaucoup plus dans leur nouveau métier et puis que pour les clients que ça change pour les clients de nos clients. Et puis on fait un deuxième mouvement stratégique en créant une entreprise cousine parce qu'on s'est rendu compte là, dans nos activités de transformation, souvent nos clients nous demandent de rester après la transformation pour conduire des activités plus opérationnelles autour du management de projet, et puis dans le monde agile autour du product ownership et du product management. Donc, Mhm. réussir à gérer les produits numériques, côté métier, hein, enfin, en Oui, étant... vraiment dans le faire, quoi, dans l'exécution. C'est dans le faire au sens prendre des grandes décisions, par exemple un produit, c'est comment est-ce que j'utilise la connaissance d'un client, comment est-ce que je souscris un produit, voilà. Tout ça, sont des produits numériques chez nos clients. Et donc, il y a des responsables de l'évolution de ces produits. Et donc, souvent, on nous demande de porter ce rôle-là, ce qui n'est pas forcément le métier de Tasman. Et donc, on crée une entreprise cousine Ouais. pour porter ces métiers-là, avec la réponse à un besoin naturel de nos clients, avec une entreprise qui partage nos valeurs, la même culture. C'est pour ça qu'on dit qu'ils sont des cousins. C'est vraiment une autre entreprise, mais on se verra au dîner de Noël et on partage des liens de famille. C'est une création. Et en fait, on voulait le créer au départ, et en fait, on part en départ lancé en rachetant une entreprise, D'accord. et notamment un patron très charismatique, tu pourras peut-être interviewer une fois, Ah bah avec plaisir. Tu me donneras ses coordonnées, ouais. avec plaisir, et qui porte très très bien ces métiers-là. Et puis nous, on voulait pas le porter, les associés de Tasman ne voulaient pas faire ce Ah, c'est métier. intéressant. Ouais. Et ensemble, enfin, il part d'une base où il fait travailler pas mal d'indépendants, et on va monter une entreprise très très innovante qui va mêler à la fois la capacité à faire travailler des indépendants, à les regrouper, mais en vraiment les aidant en termes de progression de compétences, en leur apportant de la direction de mission. Donc c'est assez différent des plateformes d'apport de consultants, là, qui Ouais. existent beaucoup sur le marché, et avec des consultants internes qui, eux, sont des vrais entrepreneurs. Ils seront rémunérés comme des entrepreneurs. Car plus ils travaillent, plus ils touchent. D'accord. Ah Avec oui, oui. Oui. on montre vraiment un système très innovant de relations salariales. Et donc, ce modèle, je pense, sera intéressant à analyser. Ouais, ouais, ouais. Puis voilà, il peut y avoir des. Mais effectivement, je comprends tout à fait que vous fassiez ça de manière indépendante ou en tout cas de manière séparée. Bah écoute, super. Merci beaucoup pour ton tour d'horizon. J'aurais voulu continuer, mais là on va être pris par le temps en te posant des questions sur bah, demain une entreprise veut se transformer. Quelles sont les conditions pour que cette transformation puisse réussir? Peut-être qu'on pourra refaire une conversation d'entrepreneur ou un podcast là-dessus. Si tu as de la matière là-dessus, moi je serais très intéressé parce que ça, je pense que tu as de la matière, en tout cas tu as de l'expérience. Après, la manière de l'organiser pour en parler, c'est peut-être moins évident, mais je pense que c'est une question qui pourrait aussi intéresser les dirigeants qui nous écoutent. En Bah, tout cas, avec grand plaisir. J'ai plein de matière sur le sujet, effectivement. bon, bah tu vois, on a déjà au moins un rendez-vous prévu. Faudra juste qu'on l'organise. Et puis, ouais, je suis preneur aussi du contact dont tu m'as parlé. En tout cas, David, je te remercie infiniment pour ce tour d'horizon. C'était vraiment intéressant. Et merci aussi d'avoir accepté de détailler un petit peu les choses. Parce que quand on a des organisations comme ça qui sont atypiques, c'est toujours... Enfin, moi, j'ai besoin de vraiment comprendre les détails de comment ça fonctionne pour comprendre comment l'ensemble peut fonctionner. Donc, je te remercie beaucoup de t'être prêté à ce jeu-là. Bah, c'était avec plaisir. Et puis, je te donne rendez-vous, évidemment, très bientôt sur les lives, sur les groupes de pairs, etc., pour parler de management. Super, ah bah, avec plaisir. Merci beaucoup. Merci Cédric, à bientôt. À bientôt. Au revoir. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui.
Si cet épisode t'a plu et que tu es chef d'entreprise, cela te donne peut-être envie de rejoindre David et les autres dans le ciel. Le ciel, c'est le cercle indépendant des entrepreneurs libérés. Dans le ciel, on se réunit et on s'entraide pour que nos entreprises nous apportent notre vie rêvée. Alors c'est quoi notre vie rêvée ? C'est quand t'as tout, c'est-à-dire la liberté de faire ce que tu veux de ton temps, les revenus qui te donnent la sérénité, la passion de te lever chaque matin avec la pêche, la satisfaction de voir tes salariés heureux et épanouis, et la certitude que ton business sera encore là demain. Si ça t'intéresse, envoie-moi simplement un mail à cédric@outildumanager.com. Je te dis à très bientôt.